L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 10e, du plaisir et du vrai bonheur, chapitre 5. Ces considérations doivent nous faire comprendre pourquoi aussi les plaisirs diffèrent en espèces. C'est que les choses qui sont d'espèces différentes ne peuvent être complétées que par des choses qui sont également différentes en espèces. On peut prendre pour exemple toutes les choses de la nature et les œuvres de l'art, les animaux et les arbres, les tableaux et les statues, les maisons et les meubles. Tout de même encore, les actes qui sont spécifiquement différents ne peuvent être complétés que par des choses différentes en espèces. Ainsi, les actes de la pensée diffèrent des actes des sens, et ceux-ci ne diffèrent pas moins d'espèces entre eux. Les plaisirs qui les complètent devront donc différer aussi. La preuve, c'est que chaque plaisir est propre exclusivement à l'acte qu'il complète, et que ce plaisir spécial accroît encore l'énergie de l'acte lui-même. On juge d'autant mieux les choses et on les pratique avec d'autant plus de précision qu'on les fait avec plus de plaisir. Témoin les progrès que font en géométrie ceux qui se plaisent à la science géométrique et la facilité particulière qu'ils ont à en comprendre tous les détails. Témoin tous ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment l'architecture ou qui ont tel autre goût et qui réussissent merveilleusement, chacun dans leur genre, parce qu'ils s'y plaisent. Ainsi, le plaisir contribue toujours à augmenter l'acte et le talent. Or, tout ce qui tend à fortifier les choses leur est propre et convenable. Et quand les choses sont d'espèces diverses, ce sont aussi des choses d'espèces différentes qui leur peuvent si bien convenir en les complétant. Une preuve plus frappante encore de ceci, c'est qu'alors les plaisirs qui viennent d'une autre source sont des obstacles aux actes spéciaux. Ainsi, le musicien est incapable de prêter la moindre attention au discours qu'on lui tient s'il entend le son d'un instrument dont on joue près de lui. Il se plaît 1000 fois plus à la musique qu'à l'acte présent auquel on l'invite. Et le plaisir qu'il prend à écouter cette flûte détruit en lui l'acte relatif à la conversation qu'il devrait suivre. La distraction est la même dans tous les autres cas où l'on fait deux actes à la fois. Le plus agréable trouble nécessairement l'autre. Si entre les deux actes il y a une grande différence de plaisir, le trouble est d'autant plus profond, et il va même jusqu'au point que l'acte le plus énergique empêche absolument qu'on puisse accomplir l'autre. C'est ce qui explique que, quand on prend un trop vif plaisir à une chose, on est entièrement incapable d'en faire une autre. Tandis que, quand on peut en faire d'autres, c'est qu'on ne se plaît que médiocrement à la première. Voyez plutôt dans les théâtres si les gens qui se permettent d'y manger des friandises n'en mangent pas surtout au moment où de mauvais acteurs sont en scène. Le plaisir spécial qui accompagne les actes, leur donnant plus de précision et les rendant à la fois plus durables et plus parfaits, tandis que le plaisir étranger à ces actes les gêne et les corrompt. Il s'ensuit que ces deux sortes de plaisirs sont profondément différents. Les plaisirs étrangers font à peu près le même effet que les peines qui sont spéciales aux actes. Ainsi, les peines spéciales à certains actes les détruisent et les empêchent. Par exemple, si telle personne n'aime point et répugne à écrire, si telle autre répugne à calculer, l'une n'écrit pas et l'autre ne calcule pas parce que cet acte leur est pénible. Ainsi, les actes sont affectés d'une façon toute contraire par les plaisirs et par les peines qui lui sont propres. J'entends par propre les plaisirs ou les peines qui viennent de l'acte même pris en soi. Les plaisirs étrangers, je le répète, produisent un effet analogue à celui que produirait la peine spéciale. Ainsi qu'elles, ils détruisent l'acte, bien que ce soit par des moyens qui ne se ressemblent pas. Comme les actes diffèrent en ce qu'ils sont bons ou mauvais, et que certains actes sont à rechercher, d'autres à fuir, et que d'autres sont indifférents, il en est de même aussi des plaisirs qui s'attachent à ces actes. Il y a un plaisir propre pour chacun de nos actes en particulier. Le plaisir propre à un acte vertueux est un plaisir honnête. C'est un plaisir coupable pour un acte mauvais. Car les passions qui s'adressent aux belles choses sont dignes de louange, de même que sont dignes de blâme celles qui s'adressent aux choses honteuses. Les plaisirs qui se trouvent dans les actes mêmes leur sont encore plus particulièrement propres que les désirs de ces actes.
Les désirs sont séparés des actes et par le temps où ils se produisent, et par leur nature spéciale. Les plaisirs, au contraire, se rapprochent intimement des actes, et ils en sont si peu distincts qu'on peut se demander, non sans quelques incertitudes, si l'acte et le plaisir ne sont pas tout à fait une seule et même chose. Bien certainement, le plaisir n'est pas la pensée ni la sensation. Il serait absurde de le prendre pour l'une ou pour l'autre. Et s'il paraît leur être identique, c'est qu'il n'est pas possible de l'en séparer. Mais de même que les actes des sens sont différents, de même aussi le sont leurs plaisirs. La vue diffère du toucher par sa dureté et par sa pureté et sa justesse. L'ouïe et l'odorat diffèrent du goût. Les plaisirs de chacun de ces sens diffèrent également. Les plaisirs de la pensée ne sont pas moins différents de tout cela, et tous les plaisirs dans chacun des deux ordres diffèrent spécifiquement les uns des autres. Il semble même qu'il y a pour chaque animal un plaisir qui n'est propre qu'à lui, comme il y a pour lui un genre d'action spéciale, et ce plaisir est celui qui s'applique spécialement à son acte. C'est ce dont on peut se convaincre par l'observation de chacun des animaux. Le plaisir du chien est tout autre que celui du cheval ou de l'homme, comme le remarque Héraclite quand il dit « Un âne choisirait de la paille au lieu de l'or ». C'est que le foin, qui est une nourriture, est plus agréable que l'or pour les ânes. Ainsi, pour les êtres d'espèces diverses, les plaisirs diffèrent aussi spécifiquement. Et il est naturel de croire que les plaisirs des êtres d'espèces identiques ne sont pas dissemblables en espèces. Toutefois, pour les hommes, la différence est énorme d'un individu à un autre. Les mêmes objets attristent les uns et charment les autres. Ce qui est pénible et odieux pour ceux-ci est doux et aimable pour ceux-là. La même différence se produit physiquement pour les choses de saveur douce et qui flattent le goût. Ainsi, une même saveur ne fait pas une impression pareille sur l'homme qui a la fièvre et sur l'homme bien portant. La chaleur n'agit pas de même sur le malade et sur l'homme en pleine santé. Pareillement pour une foule d'autres choses. Dans tous ces cas, la qualité réelle et vraie des choses est, à ce qu'il me semble, celle que leur trouve l'homme bien organisé, et si ce principe est exact, comme je le crois, la vertu est la vraie mesure de chaque chose. L'homme de bien en tant que tel en est le seul juge, et les vrais plaisirs sont ceux qu'il prend pour des plaisirs, et les jouissances qu'il se donne sont les jouissances véritables. D'ailleurs, que ce qui lui semble pénible soit agréable pour un autre, il n'y a pas du tout lieu de s'en étonner. Il y a parmi les hommes une foule de corruptions et de vices. Les plaisirs que se créent ces êtres dégradés ne sont pas des plaisirs, ils n'en sont que pour eux et pour les êtres organisés comme ils le sont eux-mêmes. Quant aux plaisirs que tout le monde unanimement trouve honteux, il est clair qu'on ne doit pas les appeler des plaisirs, si ce n'est pour les gens dépravés. Mais parmi les plaisirs qui semblent honnêtes, quel est le plaisir particulier à l'homme? Et quelle est la nature de ce plaisir? N'est-il pas évident que c'est le plaisir qui résulte des actes que l'homme accomplit? Car les plaisirs suivent les actes et les accompagnent. Qu'il n'y ait d'ailleurs qu'un seul acte vraiment humain, ou qu'il y en ait plusieurs, il est clair que les plaisirs qui pour l'homme complet et vraiment heureux viennent compléter ces actes doivent proprement passer pour les vrais plaisirs de l'homme. Les autres ne viennent qu'en seconde ligne et sont susceptibles de bien des degrés, comme les actes eux-mêmes auxquels ils s'appliquent.